Mabingue Ngom, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général régional basé à Dakar. Vous, vous êtes à la tête du Fonds des Nations Unies pour la population depuis 2005. 6 ans d'expérience, vous avez sillonné la région de long et en large. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un bilan de l'action menée sous votre autorité? Oui, merci, merci Hicham. C'est vrai que je suis à Dakar depuis 2015 pour euh, donner en tout cas la direction donc à l'équipe du Fonds des Nations Unies pour la population basée en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui couvre 23 pays, de la Mauritanie à la Centrafrique, y compris Sao Tomé et la Guinée équatoriale. Donc, je pense que si je dois faire un bilan, je peux dire que nous avons fait beaucoup de progrès dans un domaine où pendant longtemps, il a été difficile d'engager les acteurs principaux, les décideurs, surtout au niveau politique, mais également les leaders religieux, les leaders traditionnels, les organisations de jeunes, les organisations de femmes, les communicateurs traditionnels qui jouent un rôle extrêmement important dans le domaine sur lequel nous travaillons. Donc, je peux dire aujourd'hui que nous avons réussi une mobilisation tout azimut. Je pense que ça, c'est la première chose et je crois que c'est peut-être le progrès le plus important que nous avons réalisé, qui peut-être est difficile donc à mesurer avec des chiffres, mais constitue quand même le progrès qu'il faut réaliser pour que les autres progrès puissent suivre. Pour, Et je pense pour pour que le grand public ait une idée précise de la nature de l'action, d'abord, si on pénètre un peu dans les arcanes, c'est autour de quoi que l'action est menée. On a oui, je vu. crois que je vais peut-être parler un peu de ce que nous appelons les trois résultats transformateurs. Nous avons par exemple la lutte contre la mortalité maternelle. Nous avons les efforts que nous faisons pour l'accès à la planification familiale, mais également toutes les initiatives que nous menons pour faire reculer un peu ce fléau que constituent les violences basées sur le genre, dont l'épicentre du mal se trouve dans notre région. Maintenant, je peux résumer ça en un seul mot. Je pourrais parler un peu de ce que nous appelons un peu le dividende démographique, qui est un peu ce grand chantier de développement, de paix et de sécurité qui a permis les pays, en tout cas d'Asie, les tigres asiatiques, de faire un peu le bon qualitatif qui a accéléré le développement. Et je pense que c'est le chemin que les Africains ont choisi. Et je crois que ce chantier ne peut pas avancer sans progrès dans le recul, dans la mortalité maternelle, dans la baisse de la fécondité, j'allais dire, mais également ne peut pas avancer si certains phénomènes, comme les violences basées sur le genre, dont le mariage des enfants, et même ces violences qui font que la femme n'a pas accès aux services de planification familiale, ne sont pas réglées. Donc, vous Mais voyez donc comment agir sur la population alors que la population est plongée dans la pauvreté? Tous les indicateurs montrent que, en fait, c'est des populations dont la fragilité est en permanence. Est-ce que ils sont en mesure d'écouter ces conseils pour leur transformation, justement? oui, mais je crois que c'est là où c'est intéressant et c'est ça qui fait que le travail que nous avons mené est un travail fastidieux, est un travail, j'allais dire, un peu difficile, sensible, mais porteur d'énormément de transformations. C'est vrai que jusqu'au moment où je parle, dans le continent africain, nous faisons face toujours à un croît démographique fort, même si nous avons assisté à une baisse de la fécondité en Afrique du Nord et en Afrique australe dans une moindre mesure.
Mais partout ailleurs dans le continent, nous avons des taux de fécondité qui tournent entre 6 et 7. Hein, et donc, la moyenne dans le continent aujourd'hui tourne autour de 4 enfants par femme. Vous voyez donc, nous avons donc une diversité donc, au niveau du continent, mais une concentration des problèmes en Afrique de l'Ouest et du Centre, à cause naturellement des problèmes culturels, des problèmes religieux, mais également de l'engagement politique qui souvent a été influencé par les pesanteurs sociales locales. Vous avez mené beaucoup d'études, de travaux pour mieux affiner cette connaissance des sociétés dans les 23 pays que vous couvrez. Mais quelle principale leçon à retenir pour pouvoir modifier la donne? La région est loin d'être sortie de l'auberge. Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Nous sommes encore dans le tunnel. Mais je crois que nous avons fait un peu le pas de géant, je pense, qui est de construire des partenariats, de mobiliser tous les acteurs, de faire en sorte qu'il puisse y avoir la confiance donc avec tous les acteurs, notamment les décideurs, ceux qui influencent l'action, ceux qui influencent les populations. Je crois que cette étape capitale a été franchie et je dois d'ailleurs vous dire que les résultats sont assez promoteurs. Je peux donner, par exemple, un peu des changements assez intéressants dans le domaine, par exemple, des enfants et adolescents qui mettent au monde des enfants, ceux qui ont entre 15 et 19 ans. Nous sommes passés, par exemple, de 128 pour 1000 à actuellement 108 pour 1000. Donc, on a gagné 20 points et c'est énorme. Si nous voyons un peu l'impact un peu de ce changement, donc sur les filles, sur les populations et sur les familles. Un deuxième exemple, c'est un peu ce que nous avons fait pour éviter la mortalité maternelle. Nous sommes passés, par exemple, de 48% de couverture en termes d'assistance, donc lorsque les femmes accouchent, à 55%. Je pense que c'est un saut qui peut donner l'impression d'être marginal, mais il est extrêmement important parce que nous sommes en train de mesurer les indicateurs qui affectent directement la mortalité maternelle. Et vous savez que lorsque une femme meurt en donnant la vie, c'est pratiquement quelque chose d'extraordinairement terrible pour la famille, pour la communauté. Je peux dire également en ce qui concerne l'accès à la contraception, nous sommes passés par exemple du taux de prévalence contraceptive de 13%, donc en 2015, à un taux de 17% en 2021. Comme vous le savez, ce sont des indicateurs qui ne changent pas du jour au lendemain, parce que ce sont des indicateurs pour changer. On demande que les comportements changent. Donc, lorsque ces indicateurs changent dans cette envergure-là, ça signifie quand même que les comportements sont en train de changer. Je peux également parler du mariage des enfants, où nous sommes passés un peu de 45% à 39%, le mariage des enfants de moins de 18 ans. Donc, dans tous les secteurs, nous affichons quand même des résultats assez positifs. Les tendances sont bonnes, mais je voudrais dire que l'élément le plus important, ma plus grande satisfaction, c'est le déclic que nous avons créé. Hein, c'est un peu le changement, la prise de conscience, l'engagement, et j'allais dire même la volonté des pays, des partenaires, de prendre le taureau par les cornes et d'avancer d'eux-mêmes. Donc, vous n'avez pas le sentiment d'être dans ce qu'on appelle l'image qu'on donne, les tonneaux d'Anaïde, c'est-à-dire que c'est une sorte de panier troué qui laisse fuir l'eau. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'être utile et d'apporter des choses? Oui, je crois que je vais peut-être dire d'abord que je suis optimiste, parce que d'abord, ce n'est pas seulement les chiffres dont j'ai fait état tout à l'heure, mais c'est même les fondamentaux qui sont réalisés, les bases qui ont été jetées, qui font que je pense que rien ne sera plus comme avant.
Maintenant, il y a deux choses qu'il faut noter. La première, c'est que certains de ces chiffres ne sont pas très connus par le grand public, y compris ceux qui écrivent autour de cette question. Peut-être qu'ils vont attendre 2 ans, 3 ans ou 5 ans pour être au courant de ces tendances positives qu'il faut apprécier. Mais également, je dois accepter que le tour n'est pas gagné. Oui. Le tour n'est pas gagné, même s'il y a des changements de comportement, même s'il y a une nouvelle dynamique qui se dessine, qui est en train de s'installer, il y a des risques, comme nous l'avons vu dans le passé, d'un retour en arrière si les acquis ne sont pas consolidés pour les rendre irréversibles. Vous avez eu raison de mener une étude, notamment en liant le facteur démographie, paix et sécurité dans les pays du Sahel. Et on voit aujourd'hui combien il est important d'avoir cette vue multifactorielle. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que vous venez de dire, est-ce que ce qui se passe dans la région est un facteur qui va peser lourdement sur la suite et l'évolution de la région avec le terrorisme? Je dois être très honnête. Je disais ce matin dans mon discours d'ouverture ici à Brazzaville, à l'occasion du forum des jeunes de la CAC, que l'Afrique est le continent le plus jeune. Et l'Afrique va rester un continent jeune dans les prochaines décennies. Mais je disais également que c'est cette jeunesse de la population qui va déterminer ou reste un élément déterminant de l'avenir du continent. Maintenant, la prochaine étape maintenant, c'est est-ce que nous allons accélérer les investissements dans cette jeunesse pour la transformer et en faire un peu l'instrument d'accélération des progrès pour la réalisation des ODD et peut-être même réaliser l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063, avant l'année 2063. C'est du domaine du possible, mais cela dépend des investissements que nous allons faire aujourd'hui, pas demain. Et je pense que c'est ça l'équation. Donc, je crois que l'Afrique... Ce discours, on le tient depuis des années. Que les choses avancent très lentement. Il y a un décalage énorme entre la réalité et c'est cette possibilité de s'investir dans ce que vous dites. Mais vous avez raison, Hicham. Nous avons d'abord construit les fondamentaux. Nous avons ensuite lancé des initiatives comme l'initiative FACE, pour laquelle des efforts sont en cours pour son expansion et sa réplication. Nous avons également lancé de grands chantiers comme le programme SWED, le programme sur les femmes et la capture du dividende démographique en partenariat avec la Banque mondiale, dont j'ai parlé d'ailleurs ce matin ici à Libreville, et qui est également en train de progresser. Bon, même si nous devons aller beaucoup plus vite, parce que 2030, c'est très bientôt, mais je crois quand même qu'un certain nombre de fondamentaux ont été posés, des initiatives ambitieuses à accélérer sont en cours, et je crois qu'il y a également d'autres initiatives qui se préparent, et ce n'est qu'en accélérant tous ces processus que nous serons capables, en tout cas, de créer les conditions pour la capture du dividende démographique. Et permettez-moi de dire une chose en une seconde, Hichem. Ce matin, je disais que nous avons déjà de la peine à pourvoir des emplois pour les jeunes. Oui. Et aujourd'hui, je pense que nous devons nous préparer à créer 450 millions d'emplois additionnels dans les prochaines années. Environ 30 millions de jeunes africains seront sur le marché du travail dans les prochaines périodes. Et ça représente à peu près les 3/4 des nouveaux arrivés sur le marché du travail. Donc, c'est un chantier énorme qui ne peut pas se régler donc, à travers quelques initiatives, et ça demande la mobilisation de tout le monde, ça demande des actions beaucoup plus ambitieuses que celles que nous avons menées jusqu'à présent, et ça demande des partenariats que nous devons construire et pour lesquels je viens d'échanger, en tout cas sur les jalons qui ont déjà été posés et qu'il faut renforcer. Du haut de votre expérience, 30 ans dans le développement, 6 ans à la tête du bureau de Dakar de l'UNFPA, c'est-à-dire que vous avez une large expérience. Est-ce que
vous avez le sentiment, en sillonnant la région et en écoutant et en parlant avec les dirigeants, est-ce que ils vous écoutent et comment l'articulation se fait entre vous et les États que vous couvrez, les 23? Moi, je pense que nous avons d'excellentes relations, et je pense des relations de confiance, des relations, j'allais dire, un peu très, très cordiales. Et je crois que c'est indispensable pour faire avancer certains agendas comme ceux sur lesquels nous travaillons. Et je peux également vous dire, deuxièmement, que les pays ont pris conscience, sont en train de prendre conscience de la nécessité de faire plus, de faire mieux, et peut-être même d'aller plus vite dans ces réformes, dans ces programmes qui doivent être menés aujourd'hui plus que jamais. Mais il faut également reconnaître que les pays sont aussi à la croisée des chemins. Nous avons des jeunes qui sont connectés, des réseaux sociaux. Nous avons des jeunes qui ont une ambition extraordinaire pour l'avenir. Et nous avons également des pesanteurs qui continuent à, en tout cas, rendre difficile certaines de ces transformations. Donc, je crois que les dirigeants politiques le plus souvent sont entre le marteau et l'enclume, si je peux dire. Donc, entre un peu faire les progrès qu'il faut rapidement et également gérer un certain nombre de contraintes comme celles que vous connaissez dans la région du Sahel. Mais aujourd'hui, je vous demande des réajustements. Est-ce qu'il vous demande une plus grande articulation entre votre institution et les États qui sont concernés? Oui, je pense que les relations sont assez fortes. Si je prends par exemple la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique que nous avons préparé, c'était à la demande de l'Union africaine, des pays de l'Union africaine, qui nous avait demandé au Fonds des Nations Unies pour la population, la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le NEPAD de leur aider à concevoir une feuille de route. Et cette feuille de route a été adoptée par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique, les 54. Et ce matin, j'étais heureux de constater que dans 9 des 11 pays de la CEAC, les feuilles de route ont été adoptées et lancées, les feuilles de route pays. Des profils de dividendes démographiques ont été préparés et des actions militantes sont en cours dans des pays comme le Cameroun, le Tchad. Et je crois que le Congo, qui a été l'un des premiers pays à lancer la feuille de route, se prépare activement pour rejoindre un peu ces programmes ambitieux. Donc, je crois que ce n'est pas toujours très rapide, ce n'est pas toujours aussi rapide qu'on le souhaitait, mais je crois quand même qu'il se passe de bonnes choses, qu'il faut accélérer. Mais je peux dire que le partenariat avec les pays, je pense, se porte très bien et c'est quelque chose que nous n'avons jamais eu et c'est quelque chose qui peut, en tout cas, servir de tremplin pour accélérer la marche de l'Afrique vers le progrès. Vous laissez un héritage en partant à Addis Abeba, en Éthiopie. Quelle est les recommandations, si possible, à donner à votre successeur pour qu'il aille au-delà de ce que vous avez mené et corriger peut-être ce qu'il faut corriger pour mieux asseoir l'action du Fonds des Nations Unies pour la population? Bon, je crois que celle qui va me remplacer est une collègue qui a travaillé beaucoup avec moi dans le passé et qui a eu la chance de voir d'elle-même les endroits où nous faisons des progrès et les endroits où nous avons des difficultés. Et nous avons eu déjà une série de réunions, de rencontres, de conversations, donc pour discuter un peu des choses qu'il faut continuer et des choses qu'il faut changer, mais également des choses qu'il faut arrêter de faire. Toutes choses qui ne dépendent pas du bureau ou de la direction, mais je crois que nous avons en tout cas balisé le terrain et j'ai espoir qu'elle sera capable un peu de construire autour des efforts que nous avons faits, mais également d'éviter certaines des erreurs que nous avons commises dans le passé. Donc j'ai espoir que les choses vont aller de l'avant et que nous allons continuer ensemble notre appui, notre soutien aux efforts de développement du continent.
Votre mission s'achève fin août. Vous allez partir donc vous installer à Addis Abeba, à côté de l'Union africaine. Votre mission aujourd'hui va être autour de quoi? C'est-à-dire que vous allez porter la parole de l'UNFPA au niveau panafricain, au niveau de cette enceinte qui est au cœur de l'Afrique et au service des intérêts de l'Afrique. Mais c'est vrai que c'est une mission qui s'achève et une nouvelle qui commence, mais à y réfléchir de près, je pense qu'il y a une continuité dans la mission parce qu'il s'agit de renforcer un peu cette mobilisation, de renforcer ce plaidoyer, de renforcer ces partenariats et d'engager les plus hautes autorités africaines, pas seulement dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais dans les trois régions. Quand je parle de trois régions, je parle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'Afrique australe, mais également l'Afrique du Nord. Hein, parce que selon un peu notre division, je pense que des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, et même certains vers la Corne de l'Afrique appartiennent à l'Afrique. Et je crois que ça nous permettra d'ailleurs de partager ce que nous avons fait dans les années passées avec le reste du continent, d'engager un dialogue politique, je pense, au plus haut niveau, mais également d'élargir, d'amplifier, de répliquer certains des partenariats qui existent dans un coin et n'existent pas dans un autre. Donc, dans une certaine mesure, il y a une grande continuité, en plus un peu de cette fonction de représentation et de conseil au directeur exécutif de l'organisation. C'est peut-être le moment aussi d'imposer une forme de soft power au niveau panafricain pour qu'on partage davantage les valeurs que vous défendez, en tout cas autour de la démographie, autour surtout de la jeunesse et des femmes, qui sont d'ailleurs au cœur de l'Afrique de demain. Hein. Bon, vous avez raison. Je crois que bon, je suis arrivé dans le secteur de la population, j'allais dire par hasard, parce que j'ai passé les premières parties de ma vie dans la gestion du développement, la planification du développement, le financement du développement, avant de toucher les questions de santé de façon spécifique lors de mon passage au Global Fund qu'il fallait créer, où beaucoup pensent que je travaillais sur la santé, mais je travaille surtout sur les systèmes qui permettent un peu de faire en sorte que les plus démunis puissent avoir accès aux services les plus vitaux. Donc, je crois que j'ai acquis une expérience qui aujourd'hui me permet, en tout cas, d'apporter une contribution encore beaucoup plus militante dans la construction de l'Afrique que nous voulons. Dans le domaine de la population, mais également dans le domaine de la gestion du développement qui continue à être une passion pour moi. Mabingé Ngom, je rappelle que vous êtes et vous êtes en train de partir le directeur général basé pour quelques semaines encore à Dakar. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir mis en perspective cette action que vous avez menée depuis 6 ans. Mais merci Hichem, surtout merci également pour votre contribution donc exemplaire à notre action dans la région et j'espère que nous allons continuer ensemble. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Pour votre temps et je vous remercie. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.